Joël, ça va être à toi. Je travaille chez EIT Manufacturing. Donc je suis le directeur France de cette institution européenne qui a vocation à développer des écosystèmes pour l'industrie sur l'ensemble du territoire européen. J'invite ceux qui touchent à l'industrie à venir me voir éventuellement à la pause. Je leur raconterai, on fait des tas de choses, mais ce n'est pas de ce sujet-là que je vais leur parler. Précédemment, j'étais le monsieur fabrication additive du ministère de la Défense. Et donc, tu m'as demandé de faire un point sur la fabrication additive. Ah, c'est que tu me l'avais vendu avant. Hein. Oui. Tu m'avais dit, on a étudié le truc, il y a des trucs formidables. Ah, il y a des trucs formidables. Alors, c'est un peu court, ça va aller très vite. Et en plus, il y a un truc que tu m'avais dit qui m'a obligé à t'inviter à parler de ça. Tu m'avais dit que Michelin était vachement en pointe là-dessus. Et tu sais qu'on a dans l'équipe un fan absolu de Michelin. Ah bon, d'accord. Ouais, je sais, c'est rien de compréhensible là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, effectivement, le préavis était court, puisque c'était il y a 2 jours. Ça, tu le dis pas, ça. Là, tu vois, là, tu commences à aller dans le sens de on a mis à la fin de la journée tous les trucs. Mais bon, j'ai essayé de vous préparer une présentation que je vais dérouler assez vite, puisque le temps imparti et je vais essayer de parler un peu de tout, même de Michelin. Donc, la fabrication additive, c'est un empilement de couches. Alors, pour un clin d'œil, j'ai pris ce scooter qui est en ciment. Vous voyez, des couches de ciment, les unes empilées sur les autres. C'est de la fabrication additive, mais on peut faire bien mieux, et je vais vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que la fabrication additive? On est quand même, quelque part, on est dans la fabrication, on est aussi complètement dans le digital. C'est-à-dire qu'on va se faire un modèle numérisé d'une pièce ou d'un élément qu'on veut fabriquer. On le coupe en tranches horizontales. Hein, et puis ensuite, on l'envoie vers une machine qui va superposer des couches. C'est ça, fabrication additive. Et donc, c'est un process vieux comme le monde. Hein, quand on fait de la construction, on fait la fabrication additive. Mais on a digitalisé, on a inventé ça à partir des années 1980. Et avec un certain nombre de techniques et de matériaux. Alors, il existe 7 familles d'après les normes, hein, d'après la normalisation, 7 familles. Vous allez voir, donc là, je parle des différentes machines. J'ai entouré en rouge les Français. Donc, il y a Prodways, qui est le groupe Gorgé, Adobe, qui est une JV entre Michelin et Fives, et qui s'appuie sur la technologie développée par Michelin dans les années 2000-2010. BIM, qui a été racheté par Adobe, qui est de la projet, j'en vais en parler. Et puis, il y a un Français qui s'appelle Arcam, pas Arcam, excusez-moi, qui s'appelle 3D Céram, qui fait des machines d'impression céramique. Donc là, vous avez les 7 familles. Donc, vous avez VAD, photopolymérisation. Je vais les passer en revue, peut-être pas toutes exhaustivement, mais du material jetting, du binder jetting, du power bed fusion, material extrusion, direct energy deposition et sheet lamination. Donc, c'est les 7 grandes familles de fabrication additive normalisées. Et jusqu'à présent, on arrive à faire tenir tout. Il y a des innovations, je dirais tous les ans, voire tous les trimestres, dans un nombre de domaines absolument incalculable dans la fabrication additive. Et pour le moment, on arrive à ranger toutes ces innovations dans l'une de ces 7 branches. Et vous avez, en fonction des différentes branches, les matériaux utilisés. Donc, c'est des polymères, ça peut être du bois, ça peut être du papier, ça peut être du métal. Alors, vous avez une autre planche là qui décrit les matériaux utilisés le plus souvent dans la fabrication additive. Vous avez des matériaux organiques, parce qu'on imprime des tissus vivants. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est une branche de la recherche tout à fait étonnante et on est capable de faire des tissus qui vont remplacer la peau pour les brûler, pour ceux qui sont accidentés. Le Graal de la science dans les matériaux organiques, c'est, dans un futur qui, pour le moment, n'est pas très proche, c'est de pouvoir, à partir de cellules prélevées sur un humain, reconstituer des organes. C'est en tout cas il y a des dizaines et des dizaines de laboratoires à travers le monde qui travaillent sur ce type de recherche, mais pour le moment, on n'a pas trouvé. Vous avez des matériaux céramiques, des matériaux polymères, avec une liste qui est très, très, très importante, des matériaux métalliques, et on va rentrer dans le détail de quelques-unes de ces applications.
Alors, la fabrication additive, elle intervient à tous les stades. D'abord, au stade de l'idée, vous pouvez avoir une idée d'une forme géométrique, d'une pièce. Vous pouvez imprimer un premier prototype. Vous pouvez utiliser la fabrication additive pour le développement de produits, pour la production, évidemment, pour les réparations ou le réemploi. Vous avez des boîtes comme Seb, par exemple, qui ont sur un certain nombre de produits qui font du zéro stock et qui ont des machines de fabrication additive et qui, pour chaque pièce qui sera commandée, la fabriquent à la demande. Et puis, vous pouvez recycler les matériaux. Bref, la fabrication additive peut intervenir à tous les stades de développement d'un produit et de la vie d'un produit. C'est une famille de... Ça nécessite une très large panoplie de technologies techniques. Donc, il y a d'abord les matériaux, parce que finalement, à la fin du fin, on imprime quelque chose. Donc il y a les sciences des matériaux, la façon dont on les présente pour que ce soit facile à imprimer. Il y a la qualité des matériaux intrinsèques qui va impliquer des choses sur la qualité des pièces fabriquées. Vous avez donc tous les domaines de soft. Et puis vous avez, parce que je vais en parler ensuite, vous avez des post-traitements, parce que c'est pas tout d'imprimer, mais l'objet n'est pas fini. Il va falloir enlever les supports, enlever ce qui a servi à le fabriquer, le polir, le traiter de manière à ce que le matériau, la pièce, ait des ressources technologiques qui soient la qualité qu'on attend. Alors, un exemple, Ariane 6. Ariane 6, j'ai fait un séminaire il y a 8 ans avec l'équipe qui allait commencer à travailler sur Ariane 6. Et la question qu'on s'est posée pendant le séminaire, qui a duré une journée, c'était pas qu'est-ce qu'on va faire en fabrication additive sur Ariane 6, mais c'était qu'est-ce qu'on ne va pas faire sur Ariane 6 en fabrication additive. Ariane 6 a plus de la moitié de ses composants qui sont aujourd'hui fabriqués en AM, et le succès phénoménal de SpaceX ne s'explique, et la vitesse à laquelle ils ont réussi à développer des projets ne s'explique que par un emploi absolument massif de fabrication additive sur les pièces et composants qui font la fusée. Alors ça, c'est une pièce, l'une des premières pièces lancées en orbite par Airbus. C'est une pièce qui maintient un des bras support. 2011, donc c'était il y a 11 ans. Et depuis, évidemment, le nombre de pièces utilisées, envoyées dans l'espace, utilisées dans l'aéro, utilisées dans d'autres domaines, s'est multiplié. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec la fabrication additive? Alors, vous avez, je pense que c'est pas la première fois que vous voyez des pièces de ce type, avec des formes tout à fait bizarres qu'on appelle des structures lattices. C'est-à-dire, on cherche à avoir le moins de matériaux possible pour avoir une solidité maximale ou une fonctionnalité présentée. Ce que vous avez sur la droite de cette pièce, c'est une charnière de portière d'Airbus qui, au début, était fabriquée par une construction classique. Et puis, on a fait évoluer différents modèles de manière à épurer et à rendre le plus légère possible la charnière après un certain nombre d'itérations. Aujourd'hui, on a des modèles mathématiques qui font ça tout seuls, qui itèrent et qui permettent, par des jumeaux numériques, de calculer les résistances, de prévoir et donc d'alléger au maximum les pièces en mettant juste les contacts nécessaires et la géométrie nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fabrication additive? La fabrication additive, la complexité est gratuite. C'est pour ça que vous avez une droite. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que si une pièce est très très complexe, il va falloir la détourer, la gratter, la polir, etc. Donc, plus elle est complexe, plus ça devient cher. Mais disons qu'on a pas une horizontale, mais on a une droite à faible pente sur le coût en fonction de la complexité. Et donc, une pièce, quand vous en faites une pièce ou quand vous faites 100 pièces, c'est 100 fois le coût de la pièce, puisque vous payez
essentiellement du matériel et puis effectivement les post-traitements. Tandis que si vous faites une fabrication classique, eh ben, en fonction du nombre de pièces, vous avez ce genre de courbe. Et la courbe, effectivement, se décale vers le haut en termes de prix par pièce en fonction de la complexité de la pièce. Et donc, la complexité avec la fabrication additive est quasiment gratuite. Donc là, je vais rentrer dans l'évocation de quelques familles. Donc, première chose qui a été faite, c'est la photopolymérisation. Donc, avec des polymères qui sont photosensibles, on illumine le polymère et ça, il y a une réaction chimique qui solidifie la partie qui a été illuminée. Et donc, vous pouvez faire des pièces. Vous avez un exemple dans le secteur médical, un exemple dans une sorte d'éléphant, maquette d'éléphant. Alors, je vais passer d'autres pièces dans le même type de photopolymérisation. Donc ça, c'est DLP, ça veut dire Digital Light Processing. Donc c'est toujours cette même technologie de photopolymérisation avec donc un illuminateur et qui va provoquer cette réaction chimique de solidification. Alors, on peut faire ça avec des machines qui sont compatibles de multimatériaux. Donc, vous pouvez comme ça panacher les couleurs et panacher les matériaux. Donc, l'un des spécialistes, c'est une boîte américaine qui s'appelle Stratasys, qui est l'un des plus gros fabricants d'imprimantes 3D mondiales. Là, je passe à une seconde technologie qui est la technologie la plus répandue dans les pièces technologiques, qui est la technologie fusion laser lit de poudre. Donc, vous mettez un lit de poudre et vous allez l'illuminer avec un laser. Et là, alors, ça marche avec de la poudre polymère, ça marche aussi avec de la poudre métallique. C'est une façon très utilisée de faire des pièces métalliques. Et donc, à l'endroit où le laser va illuminer la... Alors, j'ai oublié d'expliquer qu'en fait, l'impression 3D, pourquoi ça s'appelle impression 3D? C'est parce que, en fait, c'est une impression 2D. Ça se fait à un niveau, à une géométrie plane. Donc, sur un plan, on va faire fusionner de la matière avec la couche qui est en dessous. Et puis ensuite, on descend d'un incrément à un plateau où on éloigne bref, la pièce. On descend d'un incrément, on remet du matériau et on rebalaye avec soit quelque chose qui chauffe, soit avec un illuminateur, de lumière qui va provoquer une réaction de solidification. Donc, ça, c'est la technologie la plus utilisée aujourd'hui pour faire des pièces métalliques. Et ce que vous voyez quand vous regardez une machine, c'est vous avez donc là vous avez vous voyez une illumination sur les vous avez un lit de poudre et puis vous voyez des crépités, des lasers qui vont faire la fusion sur un certain nombre de points et qui vont construire ainsi la pièce. Alors bon, ça donne des pièces. On peut fabriquer un cadre de vélo, on peut fabriquer des éléments de mâchoire, on peut fabriquer des tas de choses. Je vais vous montrer, pour moi, j'ai pris un exemple d'une très 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 belle pièce que je trouve qui est l'étrier de frein fait par Bugatti Chiron. Et est-ce que vous pouvez cliquer là-dessus? On va regarder le petit film, si ça fonctionne. Pour que si vous n'avez jamais vu ça, vous allez voir comment se construit une pièce. Ça dure une petite minute. Caroline, impression 3D, prise 2. Alors, il faut passer la pub. Et voilà, et puis ensuite... Voilà, c'est ça. On ne peut pas le faire passer... Donc, ça dure 50 secondes. Hein. Après, il faut remettre la... Voilà. Voilà, c'est ça. Alors là, vous avez une machine, vous avez un lit de poudre, et donc vous avez vous voyez les lasers qui vont illuminer, qui vont faire chauffer la matière, qui va se solidifier à l'endroit où le laser passe, avec la pièce qui est en dessous. Et
donc à la fin du fin, vous obtenez une pièce qui est noyée dans de la poudre métallique. Hein, et vous allez donc, on la détourne au pinceau, comme indiqué. Et puis on va devoir la travailler, la polir, faire des bains, la chauffer thermiquement de manière à ce que la pièce ait des caractéristiques mécaniques, soit les caractéristiques industrielles d'une pièce donc, qui est une pièce d'éléments des premiers freins, donc de Bugatti, qui est absolument magnifique. On peut arrêter de filmer ici. Donc très rapidement, je vous montrer comment c'était l'intérieur d'une fabrication additive métallique. Est-ce qu'il y a des déchets? Oui, parce que alors, la poudre est recyclée. La poudre non utilisée est recyclée. Elle est mélangée à de la poudre neuve et avec un certain nombre enfin, avec un ratio qui fait que... Alors, il faudrait que je revienne sur... voilà. Alors, ces poudres métalliques, aujourd'hui, quand vous allez dans un salon d'impression 3D, vous avez des machines qui impriment avec de la poudre. On est très très limite en termes de sécurité cutting-edge d'hygiène et titanium sécurité. powder En plants. réalité, Within ces these poudres qui walls, sont très très fines et qui Sandvik sont is l'ordre producing de premium quelques microns titanium à quelques powder, dizaines de microns. optimized for C'est comme de 3D l'amiante. printing Si vous for inhalez use ça, in advanced ça va medical très mal se passer. applications. Donc Michelin qui Titanium, travaille 3D depuis les printing, années and the 2000 medical sector are dans perfect l'impression 3D. match. Alors, on va dire qu'est-ce que Titanium is Michelin fait avec biocompatible. l'impression That 3D. means it's being Michelin accepted fait by the human body. imprime 3D printing des is the manufacturing outillages qui process servent of à faire les choice for the sculptures des medical bandes de sector roulement because of its pneumatiques. speed, Donc, ce sont its des- individualization, and the à la fin ability to du produce traitement d'un pneu, complex c'est très compliqué. Un designs. pneu, il y a plusieurs processus. In this very Mais moment, l'étape terminale, life-changing, on enserre le innovative pneu avec des project. mâchoires, si vous voulez, dans un four. Et ces mâchoires métalliques ont des dessins sculpturales. Et la finesse des dessins est tellement forte qu'aujourd'hui, Michelin l'a fait avec avec de la fabrication additive et imprime environ 1 million de pièces par an en métal, de façon, c'est de l'acier, hein, des toutes petites pièces qui vont servir à faire de la sculpture des bandes de roulement d'un certain nombre de ces pneus, dont par exemple les Cross Climate, qui sont des pneus qui sont été, hiver et pluie. Et Michelin a fait, comme ils ont beaucoup réfléchi à la sécurité de leur personnel, ils ont construit ce shelter, si vous voulez, dans lequel ils livrent la machine d'impression de fabrication additive, un peu comme celle que vous avez vue précédemment, mais l'homme ne pénètre pas dans le shelter. Il y a des boîtes à gants spéciales qui permettent de manipuler les objets à l'intérieur, mais tout en gardant une isolation totale entre l'intérieur et l'endroit où il y a la poudre et l'extérieur où il y a les opérateurs. Donc Michelin est le premier à avoir proposé ça d'une manière... maintenant c'est en train de se développer un peu. Mais Michelin a fait une JV qui s'appelle Adobe avec FIV et ils vendent ce type de matériel. Alors, il y a une technologie qui est un peu pareille, qui est possédée par un acteur suédois qui a été racheté par General Electric, qui s'appelle Arcam, et c'est au faisceau d'électrons. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un laser, ce sont des faisceaux d'électrons qui sont balayés de la même manière et qui viennent chauffer la poudre. Et c'est une technologie qui ne fonctionne que sous un vide absolu, donc c'est un petit peu plus compliqué, à établir. Voilà, donc Arcam, vous avez des différents, je passe très vite, mais vous avez des pièces de différentes géométries. C'est pour la beauté des images que j'ai mis un certain nombre de pièces. Là, vous avez une autre technologie qui est de la projection de poudre, qui est maîtrisée par un acteur américain qui s'appelle Optomec et un acteur français qui s'appelle BIM, qui a été racheté par Adobe il y a quelques années, et qui donc projette dans... Vous avez des différents canaux, vous en avez 4. Vous projetez de la poudre et il y a un faisceau laser qui vient la fusionner avec la pièce qui est en dessous. La pièce est sur une sorte de palier et qui s'écarte. Donc vous pouvez faire de très très grandes pièces avec cette technologie-là. Vous pouvez aussi faire de l'ajout de fonction ou de la réparation de pièces. Donc vous avez une pièce qui est abîmée, vous la détourez, etc. Et puis vous allez pouvoir la recharger avec cette technologie puisque vous envoyez d'une façon très très précise de la matière là où vous voulez. Vous pouvez faire aussi de l'ajout de fonction. C'est-à-dire vous prenez par exemple un tube
très simple. Et vous pouvez construire, grâce à ces projections de poudre, des ergots, d'autres tubes sur la pièce, de manière à rendre la pièce beaucoup plus complexe, à partir de simplement une première forme qui a été ébauchée par une technologie classique. Et vous pouvez, par fabrication additive, donc rajouter une fonction ou plusieurs fonctions sur la pièce. Alors, c'est utiliser la réparation. Moi, je l'ai utilisé quand j'étais au ministère de la Défense pour réparer, en tout cas pour enclencher la réparation du carter du compresseur du moteur M88. Le M88, c'est le moteur du Rafale. Et donc, ce carter, c'est cette pièce-là. Vous allez avoir une photo un petit peu... c'est cette pièce-là, et qui est une pièce tournante. Et donc, il y a des frottements. Les bandes métalliques s'abîment. Et donc, on peut recharger, par cette technologie BIM, au moins faire 5 ou 6 réparations de ces bandes de frottement. Le coût de la réparation, c'est entre 12 000 et 15 000 euros. Une pièce neuve de carter, c'est environ 200 000 euros. Donc vous voyez très vite l'intérêt économique de faire de la réparation, en tout cas quand vous êtes le client, si j'ose dire. Ce type de choses, ça bouscule complètement le business model des motoristes d'avion. Et aujourd'hui, un moteur d'avion, avant on achetait un moteur d'avion, puis on faisait des réparations par le constructeur au fil de l'eau. Et aujourd'hui, compte tenu de ce genre de technique, le motoriste ne vous vend pas un moteur, il vous vend de l'utilisation d'un moteur pendant des dizaines de milliers d'heures ou pendant 5 ou 10 ans. Et c'est lui qui se charge de faire de la réparation et donc de faire des gains économiques sur la réparation. Donc ça, c'est autre pièce d'ajout de fonction. Vous pouvez donc panacher la fabrication additive. Là, vous avez une partie haute avec des circuits extrêmement complexes donc, que vous allez pouvoir imprimer. Par exemple, les injecteurs de moteurs d'Ariane, c'est des parties extrêmement complexes dans lesquelles vous avez 160 tubes avec des géométries très particulières. Et on a fait des gains absolument considérables en les imprimant donc j'ai pu voir les injecteurs des moteurs d'Ariane, mais je n'ai pas pu prendre de photos, évidemment. Et vous pouvez avoir une seconde partie qui est beaucoup plus simple, que vous pouvez réaliser d'une manière autre et classique. Autre technologie assez intéressante, le WAM, ça veut dire Wire Arc Additive Manufacturing. Et donc, c'est un fil qui est fusionné avec un bras robotisé, au bout d'un bras robotisé, et avec un laser, et on empile des couches, et on peut faire comme ça de très grandes pièces. Notamment, moi j'ai fait réaliser avec Naval Group cette pale qui en fait est une pale de sous-marin. Et donc on a avec un double intérêt. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'intérêt que ça peut présenter? Est-ce que vous voyez l'intérêt que ça peut vous présenter? Alors c'est effectivement un bon point. Non, l'intérêt, c'est qu'il y avait, dans les années 80, on avait 3 constructeurs pour des pales, pour des hélices de sous-marins. Au début des années 2000, 2 avaient claqué, donc il n'en restait plus qu'un. Et on était à la merci, si jamais cet opérateur-là industriel claquait, de savoir faire des sous-marins sans pouvoir faire les hélices. Donc c'était un peu gênant. Et Naval Group a donc décidé de lancer la réalisation de prototypes d'hélices de sous-marins. Et l'avantage de les faire dans cette technologie-là, c'est que vous imprimez le contour. Avant, lorsqu'on prenait un chaudronnier pour faire l'hélice, l'hélice était pleine. Là, l'hélice est creuse. Et donc, ce que Naval Group va faire, c'est qu'ils vont tester des tas de matériaux absorbants à mettre dans l'hélice pour rendre l'hélice encore plus silencieuse qu'elle ne l'était. Donc ça c'est cet avantage-là. Et donc, on a fait ça en 2017, donc l'hélice a dû être essayée à la mer et ils doivent continuer. Et évidemment, nulle part c'est écrit que c'est une hélice de sous-marin. Mais enfin, moi je sais que l'application première était pour faire des hélices de sous-marins. Ça c'est la technologie classique à fil. Donc tout le monde a vu des imprimantes où on fait des canards en plastique.
Mais ça ne sert pas qu'à faire des canards en plastique. On peut avoir aussi, en fonction des matériaux, l'ultème, c'est un matériau inifugé polymère. On peut faire bien sûr des éléments industriels. Bon, ça je passe aussi très vite. C'est l'empilement de couches, notamment de papier ou de plastique là aussi je passe très vite. On a d'autres constructeurs français. Donc on a un petit qui travaille avec des granulats qui s'appelle Pollen. On a un autre qui s'appelle Linkster qui, lui, travaille avec des polymères, toutes sortes de polymères, et notamment des polymères souples. Donc vous pouvez imprimer des pièces qui sont très souples, très mouvantes avec cette technologie-là. Et c'est multimatériaux puisqu'il y a 4 buses et vous pouvez injecter différents matériaux en même temps avec une technologie, avec un laser qui permet de construire la pièce. Alors, une autre technologie qui s'est développée plus récemment, c'est le Bonder Jetting. Alors, le Bender Jetting, c'est vous mettez des couches de matériaux, ça marche avec des polymères comme avec du métal, et vous allez mettre un liant. Et l'avantage, c'est que vous travaillez couche à couche. C'est pas comme le laser qui se déplace point à point, mais vous balayez vous mettez votre liant et vous imprimez d'une seule traite sur toute la couche. Et donc, c'est une technologie qui permet d'aller beaucoup plus vite que les technologies laser. Il y a trois industriels qui s'y sont lancés, HP, Desktop Metal, qui est une émanation du MIT, et GE. General Electric s'est mis dans toutes les technologies de l'additive manufacturing. Ils ont investi des milliards de dollars, pardon, en rachetant des tas de technologies partout dans le monde. À mon avis, ils ont du mal à tenir l'équilibre parce que c'est intéressant l'additive manufacturing, mais pour le moment, le modèle économique reste est devant nous, pas derrière nous. Donc vous avez donc HP, Desktop Metal et GE qui font cette technologie. Et c'est une technologie où pour le moment, on peut imprimer quantité de pièces, mais des petites pièces et de l'ordre du point, que ce soit en métal ou en métaux polymères, parce qu'il y a un retrait, comme dans les céramiques, où vous avez aussi une sorte de liant. Et donc, quand vous faites la pièce, à la fin du fin, elle va se rétrécir entre 10 et 15%. Et donc, avoir la bonne technologie qui va faire que nécessite un savoir-faire tout à fait étonnant de la part de l'industriel. Alors, je reviens là, je prends un petit peu de hauteur. Donc, pour faire de l'additive manufacturing, il faut préparer son modèle informatique, qualifier les matériaux, faire de la fabrication, faire des post-traitements. Et puis, bien entendu, on part du design géométrique d'une pièce. Alors, ça peut servir, là, la planche est un peu longue, mais ce qui est intéressant, c'est que les applications sont très larges et vous pouvez être en nanoscale, c'est-à-dire faire de l'impression quasiment de circuits électroniques, en macroscale, de faire des pièces ou des éléments sur l'automobile, par exemple, faire de l'architecture, faire de la construction, ou travailler dans l'aérospace avec des pièces qui sont extrêmement grandes. Donc on est capable d'utiliser, suivant les machines et suivant les technologies, différentes applications. Et évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure du carter du M88. L'industriel, évidemment, il y a toutes les raisons de ne pas se presser pour qualifier. L'industriel qui doit qualifier les pièces nous a demandé au démarrage, quand on a voulu lancer cette technologie, nous a dit qu'il le qualifierait sur une période de 5 ans. Hein, donc, ce n'est pas des choses qui se font one shot. Pour faire de la qualification aéronautique, ça prend du temps. Alors, je passe là-dessus. Donc, on peut faire tout un tas de produits. Ça, c'est une pièce très intéressante. C'est l'injecteur du moteur du moteur LEAP, qui est le moteur qui est fait entre General Electric et Safran. C'est le dernier des moteurs d'avion qui équipe la dernière génération d'avions. Et vous avez une vingtaine d'injecteurs par moteur. Et cette pièce-là, avant, était condensée d'une trentaine de pièces, montées les unes dans les autres. Ça prenait des heures à monter. Là, elle est imprimée d'un seul bloc. Et ça a effectivement rajouté, c'est une pièce qui a à peu près cette taille.
Oui, je passe aussi. Et donc, on peut faire des outillages. Je vous ai parlé de Michelin. On peut faire étudier de nouvelles topologies, des nouveaux matériaux. Et donc, voilà. Et donc, on peut faire aussi des simulations à la fois sur la géométrie et sur les matériaux pour essayer de prévoir à l'avance quelle va être la résistance mécanique des pièces fabriquées. Bon, je passe aussi là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation topologique, c'est-à-dire dont vous avez des chercheurs, notamment les labos de Polytechnique, qui travaillent sur des modèles informatiques de manière à mettre le moins de matière possible pour une même pièce générée. Donc ça s'appelle de l'optimisation topologique, et les structures s'appellent des structures lattices. C'est le terme. Donc là, vous avez des exemples de structures lattices en différents matériaux, métalliques comme polymères. Vous pouvez aussi avoir des matériaux souples. Notamment, il y a une société qui s'appelle Carbone 3D qui permet d'imprimer des semelles de chaussures de sport de très haute volée. Vous pouvez avoir des matériaux souples, vous pouvez avoir des matériaux poreux, comme ça, c'est une prothèse de genou qui permet, avec tous ces petits trous, que les tissus se mettent tout autour de la prothèse. Vous avez aussi du biomimétisme. On copie la nature, on essaye de copier la nature pour essayer d'avoir le plus d'efficacité. Ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Et puis, donc, vous pouvez fabriquer toutes sortes de formes, et notamment le fameux ouvre-décapsuleur, qui peut être le plus épuré possible et qui est très utile. C'est le gadget que tout le monde a dans sa poche. J'ai le mien là dans mon manteau au vestiaire. J'aurais dû le prendre, mais donc le décapsuleur. Voilà. Vous pouvez avoir évidemment l'idée d'une vision industrielle, c'est-à-dire optimiser le placement des pièces de manière à avoir le plus de rationalité dans les voilà. Et donc ensuite, à quoi ressemble une usine qui utilise des imprimantes 3D en batterie? Ça ressemble à ça, ou éventuellement sur la droite et sur la gauche, vous avez ces espèces de grosses boîtes qui sont chacune une imprimante 3D dans laquelle on lance la fabrication, qui peut tourner 24 heures sur 24. Voilà. Et puis, dans une usine, vous allez essayer d'intégrer l'endroit où vous stockez les matériaux, l'endroit où vous faites la fabrication additive, et puis juste derrière, l'endroit où vous faites le post-processing, des bains, des traitements thermiques, le parachèvement, c'est-à-dire rendre la pièce sans la polir, rendre la pièce. Il y a toutes sortes d'applications qui vont de la joaillerie à l'automobile, aux montres, enfin bref, on travaille aux pièces aéronautiques ou spatiales. Ça, c'est pour expliquer que le post-traitement, c'est quand même très important. Vous avez tout un tas d'étapes et ça représente souvent 50 à 60% du prix de la pièce. Voilà. Un petit clin d'œil pour dire qu'on imprime aussi des bâtiments. Il y a une société française qui s'appelle Xri, ça c'est une maison qu'ils ont réalisée, je crois, aux Émirats Arabes Unis, qui est quand même extrêmement réussie. Ça, c'était vous voyez, peuvent imprimer des murs d'une manière complètement arrondie. Donc c'était une démo qu'ils avaient fait au lancement chez Dassault Systèmes. La façon dont ils font les murs, vous voyez, ils ont donc 2 bandes, et puis ils mettent un espèce de serpentin de manière à solidifier les 2 bandes. Et là, ça, ce sont des maisons avec les piliers en structure lattice. Tout est imprimé en béton qui se solidifie très vite et qui est réalisé par Lafarge. On arrive à la fin. Donc, industriellement, Thales a lancé une usine il y a quelques années au Maroc.
Safran est en train de regrouper tous ses moyens et lance une usine d'additive manufacturing à Bordeaux. Vous avez Dassault Aviation qui en lance une à Argenay, et ainsi de suite. Tout le monde s'y met. Là, j'ai une question pour terminer. À votre avis, quel a été l'objet qui a été le plus fabriqué en impression 3D? Les figurines de jouets. Peut-être qu'effectivement, chez Lego, j'avais une autre suggestion, mais je la prends, celle-là. Effectivement, les figurines de jouets, c'est... Non. Les dents. Alors oui, c'est vrai, mais à chaque fois, c'est des pièces uniques, parce qu'on les adapte à... Mais effectivement, sans doute la dentition. Non. Non, alors, c'est des pièces qu'une partie de la population connaît mieux que l'autre moitié de la population. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est des brosses à mascara de Chanel, et donc qui ont été faites en fabrication additive. Donc, c'est des petites brosses qui sont comme ça. Là, c'est la pointe qui est fabriquée en... Et c'est imprimé sur machine EOS dans un matériau qui est un matériau fabriqué par Arkema, qui est complètement végétal, de source végétale. Et donc, quand Chanel a lancé, ils en ont imprimé 1 million par mois. 1 million de brosses par mois sur environ 18 mois, donc ils en ont imprimé 18 millions. Peut-être que Lego a fait mieux, mais ça c'était voilà. Et donc ma dernière planche pour vous dire que le 3D printing c'est un élément de l'industrie 4.0 et que c'est un élément clé de toute la combinaison des technologies qui aujourd'hui font l'usine du futur, ce qu'on appelle l'usine du futur, c'est l'usine 4.0. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis preneur. Et si... Alors, question. Alors, juste une petite remarque, parce que c'était très intéressant, vous étiez en B2B, mais l'impression 3D perce en B2C avec les figurines de jouets, parce qu'elles sont individualisées, c'est-à-dire que c'est commandé et ça se fait par dizaines de millions d'exemplaires. C'est souvent lié aux jeux de rôle, aux jeux de société, aux films, où chacun imprime sa figurine. Alors, la commande, c'était de parler de la fabrication additive industrielle. Mais effectivement, il y a des secteurs du B2C qui utilisent la fabrication additive. Oui, pour quel type d'objet la fabrication additive n'est pas pertinente? En fait, c'est une question de rationnel, c'est une question de coût, de coût et de complexité. Plus la pièce est complexe, plus on va gagner à la faire en fabrication additive. C'est le schéma, les deux courbes que je vous ai montrées avec la courbe, avec la droite horizontale qui indique le prix d'une pièce additive est constante, quel que soit le nombre de pièces fabriquées. Mais par exemple, une voiture, une voiture aujourd'hui, ce que l'on fait, vous avez, alors cas extrême, c'est l'étrier de frein Bugatti qui est fait en titane et qui est imprimé en 3D. Ça doit coûter quand même un maximum, ce genre de choses. Mais bon, c'est Bugatti, je veux dire, ils vendent du rêve avec ça. Aujourd'hui, ce qui est fait, ce sont des accessoires. Vous avez par exemple la 308 où vous pouvez commander un porte-clés, un porte-téléphone, un porte-carte. Et ce sont des systèmes qui sont imprimés par le même industriel qui fait les brosses de Chanel en matériaux polymères et qui se mettent dans des endroits qui sont prévus à ça, qui peuvent même être des objets personnalisés. Si vous voulez mettre votre nom sur le porte-téléphone, c'est possible. On peut personnaliser les objets. Et vous avez donc ce genre d'accessoires. Et puis, vous avez un certain nombre de pièces. Par exemple, vous pouvez imprimer le cadre d'une moto
en différents matériaux, dont du titane, par exemple. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Cadre de vélo, vous avez des vélos pour l'équipe de France qui sont imprimés. J'avais déjà intercepté. Je complète la réponse. Pas mal de pièces internes aux voitures pour la personnalisation des tableaux de bord, etc. Quand vous le voulez, vert, machin, truc. Ça a été fait en pas très grande série. Et donc, tout. J'avais une Vous question. pouvez faire aussi des pare-chocs. Vous pouvez imprimer des pare-chocs. Vous pouvez les personnaliser. Enfin, voilà comment c'est utilisé pour le moment dans l'industrie automobile. L'automobile, moi, ça fait une petite dizaine d'années que je discute avec eux. Et pour le moment, je n'ai pas réussi à convaincre ni Peugeot ni Renault de s'y lancer d'une manière plus active. Parce que ils font tellement de pièces qu'ils sont à 3 ou 4 décimales derrière les centimes. Et donc, la comparaison de coût avec la fabrication additive n'a pas de sens pour le moment. Je voulais vous poser une question complémentaire. On a beaucoup parlé de cette fabrication pour refaire des pièces de matériel existant quand on parle de SAV, de réparation, etc. Oui. Est-ce que les scanners 3D ont pu faire des progrès pour qu'on mette la pièce et tout et créer le fichier qui va bien? Alors attendez, je reviens là-dessus. Je l'ai peut-être passé très rapidement. J'avais une planche là-dessus. Voilà, c'est celle-là. Donc vous avez, et ça date de 2013, hein, donc c'est pas très récent, les étudiants du MIT qui sont amusés à prendre un scan d'une clé. Donc, et éventuellement, ça marche avec 2 photos. Prendre 2 photos d'une clé et ils vous fabriquent acquisition, traitement. Ils vous font le modèle d'impression en format STL, qui est le format le plus classique de cas d'impression 3D, et ils vous fabriquent la clé en nylon pour $5. Donc c'est un moyen, ça fait frémir parce que n'importe qui prend une photo de votre clé un peu à votre insu est capable d'avoir votre clé. Donc ça c'est et ce sont des clés qui peuvent être des clés de sécurité. Voilà, exactement. Oui. Alors, aujourd'hui, on peut avoir des imprimantes 3D où on peut se les faire soi-même. Avec, si vous êtes bricoleur, enfin, vous pouvez avoir une imprimante 3D avec des matériaux plastiques, hein, mais pour quelque chose qui vous avoisine les 100 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Reste qu'ensuite à utiliser, faut savoir faire, quoi. Il faut savoir faire le modèle informatique, il faut savoir envoyer les bonnes commandes, c'est pas à la portée du premier venu, il faut être un peu geek pour utiliser soi-même de l'impression 3D. Mais sur des matériaux plastiques classiques, 100, 200, 300 €, on trouve des imprimantes sur le marché sans problème, et donc c'est pas un niveau de coût important. Ensuite, il faut savoir les utiliser. Bonjour. Alors, donc j'ai 2 questions qui rejoignent un petit peu de ce dont vous parlez. D'une part, les matériaux. Donc, vous avez parlé de matériaux qui étaient plus durables à utiliser pour les mascaras, par exemple. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de matériaux en PLA. J'ai vu ça en 3D. Ou utilisation d'autres matières, enfin, réutilisation de matériaux, par exemple. Alors, les industriels de chimie travaillent d'arrache-pied pour mettre au point des matériaux nobles, des ultèmes, à base de polymères, des matériaux qui résistent au feu, qui tiennent jusqu'à 160 ou 170 degrés. Donc il y a un grand effort des industriels fournisseurs de matériaux pour servir l'impression 3D. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé des applications. Les brosses de mascara que je vous ai montrées, c'est vraiment des toutes petites brosses. Et même si on en fabrique des millions, ça ne fait pas beaucoup de matériaux. En termes de tonnes, ça ne fait pas beaucoup de tonnes de matériaux. Hein. Et les industriels de la chimie travaillent en tonnes. Donc,
le modèle économique de l'impression 3D, il reste un peu de... Il y a beaucoup de gens qui y vont, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de... Maintenant, trouver des applications comme l'a fait Michelin, où ils ont basculé toute leur fabrication d'outillage en impression 3D. Donc, quand vous allez chez Michelin, vous avez un bâtiment dans lequel vous avez 30 imprimantes, les unes derrière les autres, et qui travaillent en impression lit de poudre avec des sas, enfin, etc. Donc, c'est fait pour protéger les... Mais peu de gens ont fait cette transformation à Michelin. Oui. C'était justement ma deuxième question, c'était en fait quels étaient les critères principaux pour passer à la 3D, quelles étaient les choses à voir, c'est-à-dire effectivement il y a une question de coût, il y a une question de volume, d'utilisation, enfin si vous pouviez nous donner en fait quelques tendances. Ouais. Alors pour le moment, si on veut faire de la série, on voit que ce sont plutôt des petites pièces qui sont faites. Je vous ai parlé de l'injecteur du moteur LIP là, qui fait cette taille-là, et on en fait quelques dizaines de milliers par an. On en reste quand même à des séries petites sur des objets qui ne sont pas très très grands. Quand on veut faire des grands objets comme la pale de sous-marin, c'est un peu un objet unique, quoi. Enfin, on en fait quelques-unes, mais ça reste un tout petit nombre d'objets, donc c'est de l'ordre du prototype. Pour les gros objets, c'est de l'ordre du prototype. Pour les petits objets, sur certaines applications, on a trouvé un modèle économique pour la fabrication additive, pour des impressions 3D. Ensuite, ça reste, je dirais, il y a beaucoup de promesses. Maintenant, il faut franchir le pas et il faut investir. General Electric, dans les années 2015, entre 2010 et 2015, ils ont racheté toutes les technologies possibles, des boîtes italiennes, boîtes suédoises, enfin, etc. Et ils les ont en plus rachetées très cher. Et aujourd'hui, je pense qu'ils continuent à diversifier l'offre de machines de fabrication additive, mais je pense qu'ils sont pas du tout revenus dans un retour sur investissement. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc il va y avoir une nouvelle diversification de General Electric à racheter plus tard. Antoine, la dernière question. Ouais, vous parlez de la topologie. L'optimisation topologique, aujourd'hui, elle permet de gagner combien de pourcentage de matière sur une pièce? Parce que c'est un gros gain, ça. Alors, les chiffres qu'on dit, par exemple, je vous ai présenté la charnière d'une porte d'Airbus, on dit qu'on a gagné 60% par rapport à ce qu'était la charnière avant. Donc, on peut gagner entre 30 et 60%, je dirais, sur de l'optimisation topo. Mais il y a des modèles, il y a des tests, il y a sur des applications spatiales comme sur Ariane 6. Moi, ce que m'a expliqué, parce que je suis un camarade de prépa, de l'IX et de Supaéro, du directeur de l'innovation qui donc est en train de terminer Ariane 6. Ce qu'il me dit, c'est que c'est par centaines de kilos qu'ils ont gagné en utilisant la fabrication additive. Et donc le gain énergétique dans l'aéronautique est énorme, parce qu'un kilo dans le spatial, c'est 10 000 euros. Donc des centaines de kilos, on est en plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Oui. Alors, il y a des technologies qui aujourd'hui commencent à être... Je vous ai parlé du binder jetting. C'est pour les spécialistes, ça reste le futur. Alors aujourd'hui, on ne sait faire que des pièces qui ont à peu près la taille d'un poing ou d'une main. Donc c'est limité pour le moment à des petites pièces. Mais là, on est capable de faire du volume et avec des impressions relativement rapides. C'est sûr que du lit de poudre, une pièce en lit de poudre, alors sur les plus grandes, c'est un peu le volume de cette table, peut-être un peu moins grand si vous voulez, qu'on arrive à faire. Et si vous imprimez une pièce un peu complexe de ce volume-là, vous allez mettre 30 ou 40 heures à l'imprimer.
Après, tout est une question de qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est la tenue fonctionnelle que vous voulez avoir. Est-ce qu'il y a besoin des codes d'une très grande précision? Parce que si on n'a pas besoin d'une très grande précision, vous pouvez l'imprimer avec le système Wire Arc Additive Manufacturing, le système avec des filaments métalliques, où là, on imprime beaucoup, beaucoup plus vite. Ou la projection de poudre, j'ai parlé de BIM, où là, on imprime, on est capable de faire des pièces, on passe de 40 heures à 1 heure ou 2 heures pour la même taille de pièce, si vous voulez. Voilà, c'était technique, hein. Moi, je suis ravi de m'être replongé dans la fabrication additive. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Écoute, ça faisait 2 ans que je voulais que tu fasses un truc là-dessus. Donc, toi, j'ai trouvé le spot parfait. Voilà. Et des innovations, il y en a tout le temps. Si jamais ça vous intéresse de rentrer là-dedans, il y a un grand salon qui est en Allemagne, en Francfort, tous les ans, au mois de novembre, qui s'appelle Formnext. Alors, j'y suis pas allé cette année, j'y suis allé l'année dernière. Je ne suis pas allé en 2022, je veux dire, je suis allé en 2021. 2022, c'était l'année de la France. J'avais d'autres choses au même moment, donc je n'ai pas pu y aller. Mais il y avait beaucoup. Il y a un foisonnement d'innovation, un foisonnement de recherche sur différents matériaux, un foisonnement. Il y a énormément de choses. Si vous tapez Formnext sur Formnext, N-E-X-T, si vous tapez Formnext sur Google, vous allez avoir accès à tout un tas de descriptions, un tas de comptes rendus, de photos, de films sur ce qui a été montré lors de ce salon. Et donc, vous allez trouver plein de choses intéressantes si vous voulez creuser les sujets de fabrication additive. Merci beaucoup, Joël.